Bonjour et bienvenue en Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Notre invité ce midi, c'est Alcide Ponga, le président du gouvernement. Bonjour. Bonjour Elisabeth, bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation et votre actualité est dense avec notamment les dossiers liés au gouvernement, bien sûr, vos déplacements dans la région Pacifique et puis l'actualité politique et institutionnelle de l'accord de Bougival, dont vous êtes, rappelons-le, l'un des signataires. Alors l'une des préoccupations essentielles sans doute aujourd'hui pour l'ensemble des Calédoniens, c'est la situation économique. Elle est catastrophique, on le sait, et les inquiétudes sont accrues par la situation nationale et la difficulté à adopter le budget de la France. Alors concernant la préparation du budget de la Nouvelle-Calédonie, où est-ce que vous en êtes et est-ce que vous serez en mesure de le présenter comme ça a été envisagé avant le 31 décembre? Donc effectivement, Elisabeth, comme vous l'avez rappelé, la situation, elle est critique. La situation, elle est liée également au fait que la reprise économique n'est pas là. Et donc quand on regarde les chiffres du gouvernement en termes d'atterrissage, on avait prévu par rapport à 2003 moins 40 milliards à peu près sur le budget de la Nouvelle-Calédonie. On est aujourd'hui 2023. 2023 plutôt, par rapport à 2023, excusez-moi, on est à moins 50 milliards environ. Alors aujourd'hui, comme vous le savez, Thierry Santa a quitté le gouvernement, donc c'est mon collègue Christopher Gigès qui fait un travail énorme sur la préparation du budget 2026 de la Nouvelle-Calédonie. Et il faut qu'on se dise une chose, il faut que les Calédoniens le sachent, si l'État ne nous accompagne pas, on ne saura pas boucler le budget de la Nouvelle-Calédonie. Et c'est tout le sens du travail que fait mon collègue Christopher Gigès, d'abord avec les membres du gouvernement, avec qui il a consacré pas mal de temps pour discuter sur les priorités des uns et des autres, également avec les chefs de groupe du Congrès dans des réunions de travail aussi pour préparer, éclairer le débat et, je vais dire, alimenter tout le monde en chiffres pour qu'on puisse parler de choses sur les mêmes bases. Mais également, cette semaine, j'ai présidé un GTPE élargi aux maires. Le groupe de travail des présidents d'exécutifs. Oui, tout à fait. Le groupe de travail des présidents et des exécutifs, et donc il a été élargi aux maires pour qu'on puisse partager également avec eux la complexité et la façon dont on souhaite construire le budget. Aujourd'hui même, il y a eu à la station N un séminaire qui a repris un peu l'ensemble de ces travaux et quelque part avec des demandes que l'on doit valider avec l'ensemble des collectivités et des représentants, que ce soit congrès, mairie, province, on doit valider quelque part des courriers que l'on va adresser à l'État pour solliciter l'État. Mais si vous n'arrivez pas à voter un budget pour 2026, il se passe quoi? C'est l'État qui reprend la main? Comment on fait? Écoutez, si nous ne sommes pas aidés par l'État, il y a deux options. Soit les élus que nous sommes, nous prenons des décisions drastiques, mais quand je dis drastique, ça veut dire ce que ça veut dire, de couper énormément de dépenses pour qu'on puisse équilibrer nos budgets. Ça veut dire garder les dépenses essentielles et tout le reste, les à côté, on les coupe. Ça veut dire notamment un certain nombre d'aides, évidemment tous les investissements, tous les travaux, Oui, tout ça serait suspendu. oui, tout à fait. On garderait que les dépenses essentielles. Et la deuxième option que je voulais expliquer, c'est que si le gouvernement, on n'arrive pas à valider le budget, si ce n'est pas voté au Congrès ou même au gouvernement, eh bien c'est le haut-commissaire et donc l'État qui reprend le budget de la Nouvelle-Calédonie et qui procédera de la même façon, gardera que les dépenses essentielles et tous les à côté seront coupés. Alors comment ça se passe avec la mission interministérielle de Claire Durieux? Comment est-ce que vous travaillez avec elle? Cette mission est facilitatrice pour essayer de trouver des solutions ou est-ce qu'elle continue à poser des conditions extrêmement draconiennes à la Nouvelle-Calédonie en termes notamment de réformes et d'économie? D'abord, je vais préciser que la mission interministérielle est ici parce que le gouvernement a demandé à ce qu'on puisse avoir des expertises qui nous aident et qui nous accompagnent. Donc, Pour la reconstruction notamment. Voilà, pour la reconstruction, pour les enjeux auxquels la Calédonie doit faire face, des enjeux à court terme, moyen terme et long terme. Donc la mission, elle est ici pour ça. Sur les pressions qui nous sont faites aux élus calédoniens, qu'on s'entende bien,
c'est bien le gouvernement central, c'est-à-dire que les politiques nous imposent certaines choses. Mais ils nous imposent certaines choses, c'est vrai que ça peut apparaître assez agaçant, ce que j'entends au Congrès, ce que j'entends même au sein du gouvernement avec mes collègues. Mais au-delà du fait que ça soit agaçant, moi j'aime à dire que il ne faut pas qu'on nous le dise de le faire. C'est à nous de le faire, même s'il y a des décisions qui sont compliquées. Et ce que moi je dis à l'État, c'est laissez-nous faire les choses, nous suivons une certaine trajectoire avec nos réformes et tout. Et c'est là qu'il y a la différence de langage peut-être entre les Calédoniens et l'État, c'est que l'État veut tout de suite et que les Calédoniens se disent non, on a besoin de travailler. À un moment donné, quand on doit voter une réforme, il faut qu'on ait une majorité au Congrès, donc il faut prendre le temps d'expliquer les choses, d'amener les choses. Et je pense qu'on est en train de positionner la Nouvelle-Calédonie sur une trajectoire où elle va arriver à assainir certaines choses, mais pas tout de suite. Dans 3, dans 4, dans 5 ans, etc., etc. Et qu'entre-temps, on a besoin de l'aide de l'État, évidemment. Oui, parce que si nous n'avons pas l'aide de l'État, nous ne savons pas boucler le budget et nous devrons prendre des décisions drastiques qui feront mal non seulement au gouvernement et aux différentes collectivités, mais également aux Calédoniens. Alors, le gouvernement a sollicité officiellement l'AFD, l'Agence française de développement, pour la suspension temporaire du remboursement des prêts. Les prêts à la fois contractés pour le Covid et contractés depuis mai 2024. Est-ce que vous avez des réponses et est-ce que vous espérez obtenir gain de cause? À ce stade, nous n'avons pas de réponse sur ces questions qui ont été posées par le gouvernement, mais il est clair aujourd'hui que de notre point de vue, même si ce sont des engagements qui ont été pris, parce que j'ai moi-même signé le contrat de prêt avec le ministre Valls, contrat de prêt qui a été autorisé par le Congrès de la Nouvelle-Calédonie, et donc ce sont des engagements qu'on a pris. Mais en termes de dépenses, on considère aujourd'hui que ces dépenses-là peuvent être reportées de 2, 3, 4 ans pour permettre à la Nouvelle-Calédonie de mettre ses moyens aujourd'hui sur des politiques publiques qui concernent la population calédonienne et non pas rembourser une banque. Et la transformation de ces prêts en subventions, c'est toujours envisagé, c'est toujours demandé ou est-ce qu'on n'y croit plus? Écoutez, Elisabeth, on va avancer pas par pas. Donc, on demande déjà le report de ces échéances. Mais je pense que cette question, elle est également liée à la question sur la situation politique de la Nouvelle-Calédonie. Est-ce que les élus calédoniens, tous ensemble, pourront trouver une sortie à la situation un peu ambiguë dans laquelle on vit actuellement? Je pense que la réponse à cette question-là pourra amener d'autres réponses, et notamment sur ces questions de transformation des prêts en subventions. Alors dans le secteur économique, il y a quand même un secteur qui semble essentiel, et tout le monde dit qu'il l'est d'ailleurs, c'est bien sûr la filière nickel. Est-ce qu'il y a des projets qui avancent? Parce qu'on voit rien venir vraiment. Est-ce qu'il y a un frémissement pour une reprise de l'activité nickel en Calédonie? C'est également lié à la question politique, hein, Elisabeth. Il ne faut pas qu'on se voile la face. Tout est atone aujourd'hui parce qu'on ne sait pas est-ce que ça va reprendre, est-ce que ça va péter, etc., etc. Concernant le nickel, au vu des fonctions que j'occupe aujourd'hui, je peux dire qu'il y a des gens qui viennent et qui regardent et qui seraient potentiellement intéressés par la Nouvelle-Calédonie. Donc, ils attendent que les Calédoniens donnent de la perspective, les Calédoniens et l'État, sur les questions d'accord politique, sur les questions de stabilité et sur les questions de projection sur l'avenir. Ce que je peux dire aussi, c'est que dans les différents groupes de travail qui ont été lancés sur des réformes concernant la Nouvelle-Calédonie, sur la jeunesse, sur le projet de société, etc., etc., il y a aussi un groupe de travail nickel que je préside moi-même qui a mis un peu plus de temps, mais avec ma directrice de cabinet, nous avons fait beaucoup de travail avec la province sud et la province nord pour qu'on puisse se mettre d'accord sur la façon dont on travaille sur la question nickel, qui est une question qui est éminemment politique sur le territoire. Et quand on regarde la situation du marché du nickel dans le monde aujourd'hui, je pense, à mon avis, qu'il faut mettre la politique de côté et se mettre d'accord, et je le dis souvent, se mettre du même côté de la table pour qu'on puisse, à un moment donné, réglementer, réajuster les choses
pour permettre au nickel calédonien, l'économie du nickel calédonien de reprendre à un moment donné et de compétitionner avec l'Indonésie et la Chine. Mais donc ça bouge, en tout cas, on y travaille, vous y travaillez. Parmi les sujets d'actualité immédiate sur lesquels je voulais vous entendre, Alcide Ponga, il y a la fermeture de la maison de la Nouvelle-Calédonie. Elle a été actée hier par son conseil d'administration. C'est vous qui êtes le président de ce conseil. Quelle est votre réaction et est-ce qu'il y a des solutions qui sont sur la table pour remplacer les services de la maison de la Nouvelle-Calédonie qui semblent indispensables pour tout le monde aujourd'hui? Alors, Elisabeth, je ne vais pas répondre directement à votre question. Voilà, je trouve regrettable qu'il y ait eu des fuites d'informations à l'issue du conseil d'administration d'hier, conseil d'administration qui a acté un plan de communication sur la maison de la Nouvelle-Calédonie. Vous savez, la maison de la Nouvelle-Calédonie, il y a des hommes et des femmes qui travaillent au sein de cette structure. Le conseil d'administration a dû travailler sur sa situation et donc le conseil d'administration m'a demandé hier de communiquer d'abord avec les salariés, avec qui on communique depuis le début de l'année, et donc de leur communiquer les décisions du conseil d'administration. Je communiquerai aux Calédoniens après que nous ayons communiqué aux salariés parce que, par respect, on parle d'hommes et de femmes qui sont dans des situations compliquées et on exposera. Je suis monté au Congrès pour faire une plénière avec les élus de la Nouvelle-Calédonie, leur expliquer la situation. Mais je reviendrai sur ce point-là, sur vos antennes ou ailleurs, et j'expliquerai aux Calédoniens quelles ont été les décisions prises au sein de ce conseil d'administration pour solutionner les problèmes auxquels on a à faire face et surtout, pour faire à ce que la Calédonie soit toujours présente à Paris. Voilà, il y a un plan B, il y a une solution, même si la maison de la Calédonie ferme, il y aura quand même une représentation, notamment pour les étudiants, pour les malades, on ne va pas laisser tomber tout le monde. Tout à fait. Bon, on attend que vous communiquiez sur le sujet. Autre sujet brûlant, et encore plus peut-être le transfert d'Aircal à Tontouta. Vous en avez parlé en début de semaine, ce sera effectif le 2 mars prochain. Il n'y avait vraiment pas d'autre solution. On sait que, et vous êtes bien placé pour le savoir, que ça ne fait pas l'unanimité, on ne pouvait pas faire autrement. Oui, c'est un sujet complexe, Elisabeth. Et je me suis déplacé moi-même sur l'ensemble des îles Loyauté. J'ai été à l'île des Pins. Les gens, la population, m'ont expliqué pourquoi ils étaient contre ce déplacement. Et ce que je comprends. Et je suis allé également pour répondre aussi à des préoccupations techniques liées à ce déplacement. Comment on fera si c'est Tontouta et c'est plus Magenta pour se déplacer, etc., etc. Les questions de sécurité sur la route. Il y a plusieurs questions techniques et pratico-pratiques et logistiques qui ont été posées. Et donc, pour tout vous dire, j'ai demandé à ce qu'il y ait un comité de pilotage qui pilote ce projet et qui répondent à l'ensemble de ces questions. Pour revenir à la décision difficile qui a été prise sur ce sujet, c'est aussi simple que ça, comme je l'explique à chaque fois dans mes réunions, c'est que la connectivité aérienne entre la Grande Terre et les îles Loyauté, elle est menacée aujourd'hui parce que la situation de la compagnie Aircal est catastrophique. L'année dernière, c'est plus de 1,3 milliard que le Congrès et le gouvernement ont attribué à Aircal pour survivre. Cette année, c'est 500 millions supplémentaires par rapport aux 200-300 millions qui sont donnés. Donc on n'est pas loin d'1 milliard. Mais compte tenu du contexte économique et la situation financière de la Nouvelle-Calédonie, et en toute responsabilité, je dis à la population des îles, à ceux qui sont intéressés et ceux qui sont les premiers concernés par cette connectivité aérienne, on ne peut pas continuer comme ça et on risque de perdre la connectivité aérienne. Donc il y a plusieurs actions que Aircal a dû mener pour se sauver et donc par conséquent pour sauver la connectivité aérienne. Et ce déménagement fait aussi partie du plan. C'est l'un des éléments parce que ça permet notamment des économies d'échelle importantes, quoi. Tout à fait. De ce que je comprends aujourd'hui dans les dossiers qui sont exposés au conseil d'administration d'Aircal, puisque j'en fais partie, c'est une économie pour la compagnie de 500 millions par an. 500 millions par an, ce n'est pas négligeable aujourd'hui dans la situation de Aircal. Mais je vais rajouter aussi que pour le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, ça fait aussi partie
des pistes d'économie que l'on doit mettre en œuvre. Donc la Nouvelle-Calédonie, c'est environ 500 millions par an au niveau fonctionnement, mais c'est aussi entre 1 milliard et 1,5 milliard d'investissements qu'on ne fera pas si on déménage à temps tout à. Donc, je comprends la frustration, je comprends que le changement, c'est compliqué, mais si on ne bouge pas, il n'y a plus de connectivité aérienne. Et je le partage en toute transparence et en toute franchise avec les usagers. Alors justement, vous avez fait beaucoup de réunions, hein, vous le rappeliez, vous êtes allé partout. Est-ce que vous avez eu le sentiment de convaincre quand même une partie des usagers? Et est-ce que vous craignez des réactions? Parce qu'on entend déjà ici ou là qu'il va y avoir des blocages, des perturbations. Pour vous répondre franchement, Elisabeth, j'ai compris, mais je pense que mes collègues qui étaient en charge du dossier avant, et notamment Samuel Népéhone, on a compris qu'on ne convaincra pas la population du bien fondé de ce déplacement. Mais moi, je suis en responsabilité. Et qui plus est, ce secteur, il m'a été réattribué. Donc, je suis là pour faire des choses parce que je pense que c'est bien. Parce que si je ne les fais pas, c'est simple, il n'y a plus d'avion entre les îles et la Grande Terre. Et nouvel avion qui a été pris par Air Oceania ou Air Loyauté, aujourd'hui, il ne fonctionne pas. Entre Tiga, Lifou, je veux dire, s'il n'y a plus d'avion demain, on n'aura que le bateau entre les îles et la Grande Terre. Donc ma responsabilité à moi, c'est de maintenir le fait qu'il y ait une connectivité avec un avion de la Grande Terre aux îles Loyauté. Et donc ça a des répercussions, mais il faut qu'on puisse gérer ces répercussions-là, et c'est la mission du groupe de pilotage. Le déménagement va sauver Aircal ou va contribuer à un plan de sauvetage de la compagnie? Le déménagement fait partie des plans que nous avons décidés pour essayer de sauver la compagnie. Parce qu'aujourd'hui, la compagnie, elle vit de voyageurs. Et compte tenu, encore une fois, de la situation politique atone que connaît la Nouvelle-Calédonie, si les budgets des collectivités, notamment des mairies des îles et de la province, restent toujours au niveau bas, ou voire même au niveau négatif, parce que beaucoup sont endettés, ils ne pourront pas relancer des chantiers. Si le tourisme ne reprend pas dans les îles Loyauté, à l'île des Pins, etc., on n'aura pas de passagers dans les avions. Donc là, aujourd'hui, on essaye de sauver la compagnie, on essaye de maintenir une certaine trésorerie pour que la compagnie puisse être présente le jour où ça reprend. Mais si ça continue et qu'on reste en dessous des 200 000 passagers par an, vous ne savez pas quoi, Elisabeth? À un moment donné, c'est le business qui parle. Si la Calédonie n'a pas de quoi subventionner Aircal pour tenir, ben c'est simple, il n'y aura plus de compagnie. Donc moi, je ne suis pas là pour baratiner ou dire ci ou ça. Non. Je veux dire, moi, je suis en responsabilité. Je prends les miennes de responsabilité et j'explique les choses parce que je pense que c'est bien pour que les îles puissent continuer à avoir un outil pour se déplacer, en plus du bateau, pour se déplacer entre la Grande Terre et les îles. Ah, vous le rappeliez, vous êtes en charge du transport aérien domestique et international d'ailleurs. Et puis vous avez une autre casquette, vous en avez beaucoup. Hein. Vous êtes aussi en charge des relations extérieures. C'est à ce titre que vous venez d'effectuer un déplacement en Polynésie française. Vous en avez fait d'autres avant, vous allez en faire d'autres après. Mais quel était l'objectif de ce déplacement? Parce qu'avec la Polynésie, on a l'impression à la fois d'un territoire très proche, presque frère, et à la fois de relations qui sont très distendues, qui sont... Alors, pourquoi vous y êtes allé? Qu'est-ce que vous vouliez qu'est-ce que vous en avez rapporté? Alors déjà, Elisabeth, avant de vous répondre, je voudrais avoir une pensée pour la population de Polynésie française et tous les compatriotes polynésiens qui sont sur le territoire parce que ils ont vécu ces derniers jours un drame. Une situation dramatique avec les éboulements qu'ils ont connus ces derniers temps, un peu similaire à ce qu'on a connu sur Wailou quelques années. Et donc le gouvernement a dépêché 2 géologues spécialistes de glissement de terrain pour pouvoir les aider à comprendre les choses là-bas. Donc pour revenir à mon déplacement, je suis allé sur un travail qu'avait fait Thierry Santa quand il était président du gouvernement et Édouard Fritsch qui était aussi président du gouvernement de la Polynésie française à l'époque. Donc ils ont initié ce travail-là qui a été poussé par M. Broderson et M. Mapou ensuite. Et donc moi je suis arrivé pour conclure un peu ce travail. Et ce travail c'est la signature, la conclusion d'un accord cadre entre la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie pour que nous puissions développer des actions concrètes et des conventions d'action
entre nos équipes en Nouvelle-Calédonie et les Polynésiens en Polynésie française. Mais dans quel domaine, par exemple? Parce qu'effectivement, on a relativement peu d'échanges pour l'instant. Il y a 23 secteurs qui ont été cités dans cet accord cadre, qui seront, je dirais, c'est un accord cadre qui peut être partagé avec les Calédoniens, parce que ça appartient aux Calédoniens. Et si je me souviens bien, au début de l'année, vous avez les chambres d'agriculture de la Polynésie, de la Nouvelle-Calédonie et de Wallis-et-Futuna qui se sont mis ensemble et qui commencent à avoir des échanges entre eux. Mais pour aller plus loin dans ces échanges, le gouvernement qui est responsable de la fiscalité, des règles et tout ici, et le gouvernement polynésien qui est également responsable de son côté, on doit mettre en place des dispositifs qui facilitent ces échanges. Là, je vous parle du commerce, de l'agriculture. Il y a aussi des échanges que nous pouvons faire sur le domaine de la santé. J'ai découvert, en allant en Polynésie, que la Polynésie développe la médecine nucléaire pour pouvoir traiter tout ce qui concerne les détections de cancers, etc., etc. La Nouvelle-Calédonie, on dépense de l'argent, d'énormément d'argent pour envoyer nos gens en Australie, en France, en Nouvelle-Zélande, etc., et tout, pour pouvoir avoir ces traitements. Mais pourquoi pas échanger avec nos amis polynésiens et mettre en place des dispositifs qui puissent nous aider et aider nos populations respectives. Et je finirai en disant que ce déplacement s'inscrit dans le cadre de plusieurs déplacements que j'ai faits au sein de la région, parce que je crois que la Nouvelle-Calédonie, comme la Polynésie et comme Wallis et Futuna, qui sommes les territoires francophones du Pacifique, nous devons nous ouvrir plus vers l'intégration régionale de nos territoires, vers nos collègues du Pacifique, les Salomon, Papouasie-Nouvelle-Guinée où j'ai été dernièrement. Vous savez, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, nous avons quelques entreprises calédoniennes qui travaillent là-bas. En Polynésie aussi, à Fidji aussi, à Wallis et Futuna aussi. Donc, le politique et l'économique, on doit s'accompagner et s'entraider. Et je finirai en disant que c'est ce qu'on peut apporter dans le Pacifique. Mais je pense aussi que nous avons beaucoup aussi à apprendre, non seulement de la Polynésie française, de Wallis et Futuna, mais aussi de nos collègues anglophones dans le Pacifique, parce qu'ils ont une autre approche qui est plus de la culture anglophone, que l'on doit aussi comprendre et apprendre et voir expérimenter chez nous. Il ne doit plus y avoir de barrière de la langue. Nos enfants aujourd'hui, ils commencent à parler anglais mieux que nous à l'époque, et donc je pense qu'il faut travailler dessus, et le politique doit être le porte-étendard de cette intégration régionale, et c'est ce que j'essaie de faire. Alors, les Salomon, vous y êtes allé pour le Forum des îles du Pacifique, vous êtes allé en Papouasie, vous rentrez de Polynésie française, vous allez au Vanuatu également, hein? Oui, tout à fait. Dans le cadre des relations que l'on a avec le Vanuatu, vous savez, le Vanuatu, ils ont une compagnie aérienne locale qui s'appelle Air Vanuatu, qui ne fonctionne plus. Donc, il n'y a plus de connectivité. Je parlais tout à l'heure de connectivité ici entre les îles et la Grande Terre. Mais au Vanuatu, aujourd'hui, il n'y a plus de connectivité entre Port Vila, Santo et Tana. Connectivité aérienne, à part les privés. Et je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Le Vanuatu a demandé de l'aide à la Nouvelle-Calédonie. Et donc, Aircal vole au Vanuatu depuis quelques mois déjà. Et donc, je vais pour discuter avec le Premier ministre Napat et voir quels sont leurs besoins pour l'année prochaine. Et je sais déjà par les discussions techniques qu'il y a eu entre nos équipes qu'on peut les aider courant toute l'année prochaine, et ça va faire aussi du beurre dans les épinards pour Aircal. Hein. On est en train essayer de sauver Aircal. Pour sauver Aircal, il faut des passagers. Donc on va les chercher là où ils sont. Alors, avec le Vanuatu, on a, entre guillemets, un conflit qui date de plusieurs années, qui concerne les deux petits îlots de Matthew et Hunter. On a vu que le conflit est relancé, il y a une commission qui est en train d'étudier. Vous suivez le dossier, vous avez une position et on demande l'avis de la Nouvelle-Calédonie dans ce dossier-là? Déjà, Elisabeth, je vais repréciser votre question. C'est un conflit, puisque c'est une question de souveraineté. C'est un conflit entre le Vanuatu et la France. Donc, voilà, qu'on clarifie bien les choses pour nos auditeurs. C'est un conflit aujourd'hui entre la France et le Vanuatu. Donc, il y a eu des discussions qui se sont tenues entre la France et le Vanuatu. On est sollicité le gouvernement, et avec mes collègues, ce mercredi en collégialité et cet après-midi même, j'ai une réunion avec 4 collègues qui sont concernés
sur leurs différents secteurs, M. Digwe, M. Katidjo Monnier, M. Gigès et M. Nepeoun. On doit commencer à discuter, écouter un peu ce que l'État a déjà mis sur la table avec les amis de Vanuatu la semaine dernière. Et donc derrière, il va y avoir un débat au sein du gouvernement parce que ce n'est pas la position de Alcide Ponga qui est importante, c'est la position du gouvernement collégial. Et je pense que sur les prochaines étapes, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie sera représenté pour du moins suivre les discussions entre le Vanuatu et la France. La France qui continue à défendre sa souveraineté sur Matthew Hunter. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Avec notamment l'importance de la zone économique. Voilà, parce que c'est vrai que je parle de la compétence de la France, mais en termes d'impact derrière, ça touche une zone économique qui est celle de la Nouvelle-Calédonie. Et donc, quand on parle de zone économique, nous avons les zones de pêche de nos pêcheurs. C'est pour ça que M. Digwe, M. Nepeoun et M. Katidjo Monnier sont là, parce qu'il y a le parc de la mer de Corail. Donc ça touche tous ces aspects-là qui concernent les compétences de la Nouvelle-Calédonie, et on se doit d'être là. On se doit d'abord de trouver quelle est la bonne position pour la Nouvelle-Calédonie. Et donc, on va participer. Je tiens aussi à dire que les amis de Vanuatu se sont accrochés à une position du FLNKS à l'époque sur ce sujet-là. Mais je vais dire que le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie donnera une position. Parce que le FLNKS est le FLNKS, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, c'est tous les Calédoniens. Eh bien, nous suivrons cela. Le temps passe. Alcide Ponga, je voulais aussi vous entendre, bien sûr, sur l'actualité politique ou institutionnelle. La ministre des Outre-mer est venue en déplacement il n'y a pas si longtemps et elle a annoncé au terme de sa visite l'organisation d'une consultation anticipée des Calédoniens sur l'accord de Bougival. Vous êtes signataire de cet accord. C'est une bonne idée de consulter les Calédoniens d'abord, avant que la loi ne passe devant le Congrès de Versailles? Écoutez, Elisabeth, moi je crois que je fais partie des premiers politiques qui avaient abordé ce point-là quand j'étais à un JT un certain dimanche soir, questionné par vos collègues de NC Première. Donc j'avais dit, si les partenaires politiques sont bloqués, et si le processus politique au niveau de l'État, si nos représentants nationaux n'osent pas parce qu'ils ont peur de créer telle ou telle conséquence en Nouvelle-Calédonie, je trouve qu'il faut, à un moment donné, rendre la parole à la démocratie et donc aux Calédoniens. Donc il faut que les Calédoniens se prononcent sur ce projet qui avait été posé sur la table et que les Calédoniens disent à un moment donné, non seulement aux élus locaux et aux élus nationaux, oui, on veut y aller, et donc continuer à travailler dessus. Les élus nationaux, faites le nécessaire pour que ça soit inscrit dans la Constitution, et les élus calédoniens, commencez à travailler sur la loi fondamentale, etc., pour qu'on puisse mettre en place les dispositifs qui étaient prévus au sein de Bougival. Si la réponse des Calédoniens est non, on n'en veut pas, ben vous savez pas quoi, on actera les choses, et on ira aux élections pour renouveler nos structures, et les nouveaux élus trouveront ou rechercheront un nouvel accord. Moi, je pense qu'il ne faut pas faut pas trop réfléchir longtemps, parce que la situation de la Nouvelle-Calédonie, et si j'ose dire à l'antenne, la situation mentale des Calédoniens, j'ai presque envie de dire, ils en ont marre. Ils veulent qu'on avance. C'est pour ça, attendre 6 mois, enfin attendre des provinciales pour rechercher un nouvel accord, ça, et vous le disiez vous-même, la situation économique dépend aussi d'une solution politique, donc il vaudrait mieux quand même que l'accord de Bougival soit soutenu et passe pour permettre de débloquer la situation, non? Moi, je le porte. Moi, si les responsables que nous sommes aujourd'hui, que ce soit au niveau local, on n'arrive pas à s'entendre et que le FLNKS est toujours de l'autre côté de la barrière, si au niveau national, il n'y a pas de majorité au Parlement et qu'ils ne savent pas trop comment faire parce qu'ils ont peur d'eux, ben moi, je milite pour que la parole elle soit donnée aux Calédoniens. Et ça, j'entends. C'est un passage en force. Il n'y a pas de passage en force. C'est de redonner la parole aux Calédoniens. Les partis politiques qui sont pour, ils feront une campagne pour. Les partis politiques qui seront contre, ils feront une campagne contre. Ça a été le cas pour l'accord de Nouméa. Je rappelle juste qu'ici, sur la zone de Nouméa à l'époque,
Je ne sais pas si je me trompe, mais vous pouvez me corriger, mais je crois que le résultat était contre l'accord de Nouméa à l'époque. C'est surtout sur l'accord de Matignon que ça avait été contre. L'accord de Matignon, Oui. plutôt. Voilà, l'accord de Matignon, excusez-moi, Elisabeth. Ouais. Et donc, on l'a fait pour l'accord de Matignon, on l'a fait pour l'accord de Nouméa. Oui, on l'a fait après le passage au niveau national, mais aujourd'hui, comme le passage au niveau national est considéré comme un passage en force, ben vous savez pas quoi, on va le traiter nous-mêmes ici en Calédonie, et moi, je soutiens et je propose que les Calédoniens tranchent. Parce que ça s'appelle la démocratie. C'est pas un passage en force, ça s'appelle la démocratie. Avant le 15 mars, c'est-à-dire avant les élections municipales. Écoutez, la ministre, elle a parlé du 15 mars, alors que les collègues, quand on a signé l'accord, on avait mis la date de février. Voilà, bon, c'est elle qui est en responsabilité, et c'est de sa compétence, hein, c'est pas de la mienne. Ramener le FLNKS autour de la table pour discuter autour de Bougival, ça paraît impossible aujourd'hui? Ben, je pense que je ne parlerai pas à la place de la ministre Mouchou quand elle est venue, mais je pense qu'elle a étayé un peu les différents points sur lesquels elle s'est entretenue avec le FLNKS ici. C'est aussi pour ça que, de mon point de vue, je pense aujourd'hui que la meilleure solution d'avancer, c'est celle-ci. Il n'y a pas de passage en force, c'est juste de rendre la démocratie à la démocratie et de permettre aux Calédoniens de se prononcer. Eh bien, merci Alcide Ponga pour toutes ces informations. Il y aura encore beaucoup de sujets, beaucoup de questions à vous poser. Pour terminer quand même, hier, le Congrès, vous étiez au Congrès, hein. Il y avait une séance publique qui a examiné notamment qui a le rapport de la Chambre territoriale des comptes sur la gestion des ressources humaines de la Nouvelle-Calédonie. Hier soir, on a appris qu'il y avait une enquête préliminaire pour détournement de fonds publics à l'encontre de Michael Forest, membre du gouvernement, même si les faits qui lui sont reprochés, c'était à l'époque du gouvernement précédent. Est-ce que l'exemplarité des élus est une préoccupation pour vous? Est-ce que les collectivités publiques doivent être encore plus exemplaires que tout le monde et doivent montrer l'exemple? Est-ce que c'est quelque chose auquel vous pensez quand vous siégez, quand vous travaillez? Oui, je pense que quand on est en responsabilité, on est plus poussé à être crédible et à respecter les règles. D'ailleurs, vous faites mention de la CTC, de la Cour des comptes, enfin de la Chambre territoriale plutôt, qui a analysé ces dérives là au niveau ressources humaines. L'analyse porte sur 2019 à je ne sais plus quelle année là, 2024, oui, 2019-2024. Donc moi j'ai demandé aux équipes du gouvernement de mettre en place tout ce qu'il faut pour pouvoir répondre aux préconisations et de trouver les outils pour qu'on ne soit pas en défaut. Parce que quand on met des règles, quand on met nous-mêmes des règles, c'est pour les appliquer, quoi. Enfin, je veux dire, c'est le minimum qu'on attend de nous quand on édicte des règles. Pour la question de l'exemplarité, oui, je pense que quand on est en responsabilité, on doit être exemplaire, on doit faire les choses, parce que c'est aussi notre rôle à nous vis-à-vis de ceux qui nous ont mis là. Voilà, donc ils nous confient les rênes du pays et la moindre des choses, c'est qu'on soit clean, c'est qu'on soit propre et c'est qu'on soit clair. Donc moi, je le dis souvent, hein, bon, mon collègue... il est sous le coup de cette enquête, c'est le juge qui le déterminera. Hein. Moi, je ne suis pas là pour incriminer ou pour dire les choses comme ci ou comme ça, mais la justice, elle fera son travail de son côté. Lui se défendra, je pense. Hein. J'en ai échangé quelques mots avec M. Forest. Hein. Donc, tout ça se fera et puis la justice tranchera au bout. Vous savez, hein. Je veux dire... en France, hein, pas plus tard que il y a un mois où on a mis un ancien président de la République en prison, quoi. Donc ça, c'est le travail de la justice qui se fait. Je pense que nous, là où nous sommes aujourd'hui, mais c'est pas que les élus en haut. Je pense que ça va jusqu'au fond, jusqu'aux conseillers municipaux. Et je vais même dire que ça va plus loin que ça. Ça va aussi jusqu'aux adultes, les citoyens normaux, etc. Et tout. Je veux dire, quand on parle d'éducation, quand on parle de nos enfants, de nos jeunes, etc. Et tout, ben, ça demande aussi à ce qu'on soit crédible, à ce qu'on soit droit, à ce qu'on soit... Voilà. Il y a beaucoup de dérives aujourd'hui dans nos sociétés, que ce soit au niveau de l'alcool, que ce soit au niveau du cannabis, que ce soit au niveau du cava. Donc voilà. Oui, il y a les élus, mais il y a aussi l'adulte en général. Alcide Ponga, président du gouvernement, merci d'accepter notre invitation ce midi. Merci beaucoup, Elisabeth. Et puis je reviendrai parce qu'il y a d'autres sujets. Absolument, et oui, et puis il y a des sujets sur lesquels on attend des réponses encore que vous n'avez pas forcément encore.